Il y en a que c'est la première fois qu'ils se connectent à mes discussions en ligne. C'est que les gens posent des questions sur des sujets en développement personnel. Puis j'essaie de répondre du meilleur que je peux à travers mes études en relation d'aide, intervenant en relation d'aide. OK, je commence avec la symbolique des rêves. Écoutez, la symbolique des rêves, c'est que les personnages que vous voyez dans les rêves, c'est une partie de vous. Tu sais, quand vous rêvez à votre mère, ben, il y a une partie de vous qui ressemble à votre mère. Vous rêvez à votre patron, il y a une partie de vous qui est comme votre patron. Et c'est pour ça qu'on voit les personnages différents personnages dans un rêve. Euh, et on va dire, chaque comédien dans le rêve joue un rôle, puis ce rôle-là, vous l'avez en dedans de vous. C'est toutes des parties de vous qui parlent dans le rêve. Donc, ce qu'on peut faire, c'est de regarder chaque personne, puis de prendre quand on décortique le rêve, là, bon, j'ai rêvé à mon boss, mettons. Qu'est-ce que mon boss faisait? Je sais pas, il était en train de n'importe quoi, il cognait du marteau après un mur. Bon, puis à chaque fois qu'il cognait, ça me résonnait dans la tête. Bon, mais tu sais, la symbolique, c'est que votre boss vous cogne à quelque part et ça vous donne mal à la tête. Sauf que c'est pas votre boss dans le rêve, là. C'est une partie de vous. C'est vraiment vous êtes boss aussi dans certaines parties de votre vie. Vous cognez sur la tête des autres aussi. Tu sais, c'est vraiment pour vous rejoindre. Et c'est quoi le message? Ben, c'est souvent, comment je pourrais dire, donc, c'est qu'il s'est passé quelque chose ou il va se passer quelque chose. Et ça a rapport à vous, évidemment, parce que c'est votre rêve, c'est pas le rêve du voisin. Et c'est à vous on peut demander à notre guide hein, de se faire guider à savoir c'est quoi la signification du rêve que j'ai eu. Et c'est ça, dans nos rêves, il y a toujours des choses qui parlent et qui signifient des choses pour nous. Donc, un dictionnaire de rêve, ça peut nous aider un petit peu, mais c'est pas parce que dans le livre, ils disent qu'une araignée apporte du bonheur ou un moment de pas, moi, des beaux moments dans le futur, que c'est ça qui va arriver. Peut-être que pour vous, une araignée, ça signifie, je sais pas, moi, si vous avez peur des araignées et vous rêvez à des araignées, bon, mais là, dans votre rêve, vous faites face à votre peur, qui est celle des araignées. Peut-être que ça serait quelque chose à régler. Parce qu'une araignée, c'est inoffensif, là. Je sais pas si vous me comprenez dans ce que j'essaie d'apporter. Euh, c'est vous-même qui. Dans mes cours, on apprend à. Ben, j'ai appris à décortiquer mes rêves et on nous a enseigné que chaque chose qu'on pouvait voir et qu'on retenait du rêve, exemple la couleur des murs, la texture de quelque chose qu'on a touché dans un rêve, les sons qu'on a entendus, les couleurs qu'on a vues, tout ça, ça a une symbolique, mais c'est notre symbolique. Parce que le rouge, pour moi, peut signifier quelque chose de très, très énergique, très vivifiant. Puis pour quelqu'un d'autre, tout ce qui va retenir sur le rouge, ça va peut-être lui faire penser à du sang. Donc, sa symbolique à lui, c'est le sang, mais pour vous, c'est l'énergie. C'est là qui est important de retenir, c'est que oui, il y a des livres sur la symbolique des rêves, ça aide, surtout quand ça explique qu'est-ce qui se passe dans un rêve et comment on arrive à pouvoir l'analyser, mais chaque auteur a sa façon de l'analyser, donc c'est à vous d'en lire quelques-uns puis de choisir le meilleur qui vous parle. Mais il restera toujours que c'est votre rêve, c'est votre symbolique et c'est à vous. Euh, je veux dire, ça va être votre signification à vous.
à prendre en considération. Si on ne se souvient pas de nos rêves, est-ce un message? Non. Il n'y a pas de message à ne pas se souvenir de son rêve. Moi, je ne m'en souviens pas tout le temps. Il y a des rêves que je me rappelle le matin. Il y en a d'autres que je me demande si j'ai rêvé parce qu'on ne s'en souvient pas tout le temps. Si on veut s'en souvenir, juste avant de s'endormir, on demande à notre subconscient de nous aider à nous rappeler de notre rêve. Et soyez à l'écoute parce que après quelques nuits, vous allez commencer à vous rappeler de vos rêves. Mais c'est le matin au réveil. Puis, comme j'expliquais la dernière conférence, avant d'ouvrir les yeux, rappelez-vous votre rêve. Il va revenir, vu que vous êtes comme entre deux, là. Vous n'êtes pas tout à fait réveillé, vous n'êtes pas endormi, vous êtes comme flottant un peu, là. Essayez de vous rappeler de votre rêve, puis vous allez voir, il va revenir. Et là, une fois que vous bondissez hors du lit, là, vous l'écrivez. C'est très important parce il va s'en aller. À part quelques exceptions, tous les rêves s'envolent, on ne se rappelle plus, on essaie de s'en rappeler une heure ou deux après le lever, puis ça revient plus. C'est pour ça qu'il faut les noter. Quand on les note, là, on relit, puis là, on s'en souvient. C'est sûr qu'on va s'en souvenir toute notre vie si on relit souvent nos rêves, là. Mais ce qui est le fun à travailler avec les rêves, c'est que c'est les rêves redondants, c'est-à-dire si ça fait 2, 3 fois en une semaine que vous rêvez à de l'eau, si ça fait vous rêvez souvent à une personne défunte, si tu sais, les rêves qui se répètent souvent, là, mais ça, c'est des messages. Ça, souvent, c'est des messages. Au niveau des rêves, là, ça se peut que tu te réveilles en plein milieu d'un rêve, puis là, tu vas t'en souvenir. En pleine nuit, tu peux te lever puis l'écrire, là, parce que des fois, c'est très clair, là. Mais, en tout cas, si les gens sont comme moi, là, ils rêvent, puis là, tout d'un coup, dans la nuit, tu t'es aperçu que tu rêvais, et là, tu te revires de bord, puis tu t'endors. Ça, c'est mon genre. J'ai pas le goût d'écrire en pleine nuit, puis d'ouvrir la lampe, puis commencer à écrire. Il y a un bout de temps que j'écrivais quelques mots. J'avais un bloc-notes à côté de mon lit. Ben, j'en ai toujours un, là. J'ai un bloc-notes à côté de mon lit. Et mettons, j'avais rêvé, je sais pas, moi, que je faisais du ski avec une personne, et puis il est arrivé un événement, je sais pas, moi, je sais pas, je me suis perdu. Ben là, c'est ça. Je vais marquer ski perdu sur mon pad pour m'en rappeler le lendemain matin, c'est tout. Je vais marquer juste des mots. Et là, je vais me souvenir un petit peu plus de mon rêve au matin. Oui, dans le quotidien, les gens sont des miroirs, puis dans nos rêves, c'est la même affaire. C'est la même affaire. C'est des miroirs. C'est des parties de nous qui viennent soit nous dire bonjour ou bien nous assaillir, nous agacer. Quand on rêve à une personne, que ça fait longtemps qu'on n'a pas vu, puis même c'est assez surprenant parce que cette personne-là, on se dit jamais je la reverrai de ma vie, là. Elle est trop loin. Et tout d'un coup, elle apparaît là, quelques jours plus tard. Là, c'est vraiment des rêves prémonitoires, annonciateurs de. C'est que le subconscient te prépare tranquillement à cette visite-là. C'est pour pas que tu meurs d'une crise de cœur, mais que tu vois la personne. Elle te prépare d'avance. Je suis pas spécialiste des rêves. J'ai travaillé beaucoup avec les rêves, les miens, évidemment. Euh, Quand les gens en cabinet viennent me rencontrer, ben souvent je leur demande, est-ce que tu rêves beaucoup? À quoi tu rêves? Est-ce que c'est des rêves qui se répètent? Parce que ça m'aide à savoir si la personne, elle est tourmentée par quelque chose. Et mettons qu'elle me dit, oui, je rêve souvent à de l'eau, je rêve euh, je sais pas, que je manque de me noyer, tout ça. Ben moi, je sais que l'eau représente les émotions. Donc, je sais que la personne, elle est dans son monde émotionnel puis elle se sent perdue. Elle ne sait plus si elle doit rire, pleurer, vivre des colères. Son monde émotionnel est très bouge, bouge très vite, très comment on dit ça, là? C'est la tempête. Et
Ça m'aide quand je thérapeutise des gens, quand je leur demande s'ils rêvent beaucoup, puis à quoi ils rêvent. Ouais, il y a quelque chose un sentiment ou un ressenti, on va dire, on ressent quelque chose d'intense, et ça nous accapare, et on ne sait pas tout de suite d'où ce qui vient, ce ressentiment-là. On ne sait pas tout de suite à quoi c'est attaché. Mais lorsqu'on prend le temps de l'observer, de le laisser prendre toute sa place dans le corps, il faut être à l'écoute de ce qui monte, parce que des fois, il y a des images qui sont attachées au ressentiment. Ça se peut que tu aies mettons, tu es concentré à faire quelque chose, la vaisselle, tiens. On va dire, c'est tellement plate qu'on passe à d'autres choses quand on fait la vaisselle. Là. On se dépêche à passer à autre chose. Et bon, on fait la vaisselle, puis là, on est concentré. Et tout d'un coup, on va avoir un ressenti intense. Et on se demande même, ben, c'est quoi ça? Mon Dieu, pourquoi je me sens de même? Et là, ce qui est important, c'est la pensée qui vient avec ça. À quoi tu pensais quand le ressentiment a monté? Si tu as vu une personne que tu connais, bien, il est fort possible que cette personne-là que tu connais ait, eh ben, ça dépend du ressenti, là. Si, mettons, c'est une angoisse, si, mettons, c'est un paquet de nerfs que tu sens qui s'est ramassé là, un nœud, on va dire, un stress, un trac, quelque chose qui donne des crampes dans le ventre, ben, tu sais que la personne que tu as vue dans tes pensées, qui était attachée avec ce sentiment-là, tu sais qu'il se passe quelque chose avec elle, avec cette personne-là. C'est comme ça, moi, que je perçois soit mes prémonitions, soit mes ressentis. J'essaie de toujours de savoir à quoi je pensais quand ça montait, ça. Des fois, là, ça peut être un événement du passé qu'on a vécu, mais qu'il cherche à s'en ressortir. On a vécu un stress, admettons, et puis c'était attaché à un événement. Là, on fait notre vaisselle, on est concentré, ça va bien tout d'un coup. Houp, il y a comme l'émotion qui était attachée dans notre corps physique, elle cherche à monter et à évacuer. Et comment je pourrais dire donc, en se posant la question d'où ça vient, des fois on a l'image. Et là, l'image peut être, je sais pas, la fois où vous êtes perdu dans le bois quand vous étiez jeune, euh, des choses comme ça qui remontent. Simplement pour, c'est ce que j'appelle les fonds de Poilon, là, tu sais, veut dire ça avait resté pris là, dans votre monde mental, puis là, dans le corps mental, excusez, et puis là, ça s'évacue. Le corps se purifie. Parler un petit peu d'estime de soi. Ça, l'estime de soi, ça fait une bonne quinzaine d'années que je m'aperçois que c'est difficile c'est difficile, comment je pourrais dire, donc de développer une bonne estime de soi-même. Une bonne estime. C'est pas facile et ça dépend de qu'est-ce qui s'est passé dans le passé pour s'apercevoir qu'on n'a pas une bonne estime de soi-même. L'estime de soi, ça le dit, hein, estimer quelque chose, tu sais, on met une valeur sur quelque chose. Un tableau, par exemple. J'estime que ce tableau-là, cette œuvre d'art-là, vaut, je sais pas, 15 000 ça. C'est ça de l'estime. Maintenant, quand on parle de l'estime de soi, ça veut dire quelles sont, moi, mes valeurs qui fait que je suis une personne qui a de l'estime, qui vaut quelque chose. Tout le monde a de l'estime. Tout le monde vaut quelque chose. Juste penser qu'on est
tous uniques, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de copie conforme exacte de vous-même à quelque part dans ce monde, fait que vous êtes quelqu'un d'inestimable. Juste ça, là. Vous êtes rare, très rare et très, très rare. Et regarde, il n'existera jamais deux personnes comme vous. Jamais. Donc, vous êtes unique. Il me semble que quand tu réalises ça, ça fait de toi quelqu'un avec une valeur inestimable. C'est en partant, l'estime de soi devrait partir de là. Il n'y en a pas deux comme vous, donc vous êtes inestimable. Il n'y a pas de valeur à mettre sur vous. Regarde, comment je pourrais dire? C'est plus rare que de l'or, ce que vous êtes. Donc, déjà là, l'estime de soi devrait grimper de plusieurs crans. Après ça, bon, ben ça va un petit peu avec, tu sais, quand on s'estime, quand on a de l'estime pour soi-même, c'est qu'on s'aime. Tu sais, on se dit, tu sais, moi, je suis tellement, tu sais, je vaux bien plus que quiconque sur Terre. Tu sais, t'as beau avoir tes enfants, t'es ma tante, t'es mon oncle, tes frères, tes soeurs, toi, pour toi, la personne la plus importante pour toi, ça devrait être toi. Hein? Si tu fais pas attention à toi, tu te donnes à fond, tu veux être aimé et tu te dépenses puis tu fais des pirouettes du matin au soir pour ressentir une, voyons, quand même, ça serait juste un petit compliment, une petite estime que quelqu'un pourrait te donner, que ce soit ton boss, que ce soit tes collègues, que ce soit ton mari ou ta femme. Si tu fais des pirouettes pour ressentir une estime, c'est pas la bonne solution. Premièrement, ça, c'est épuisant. C'est comme quémander de l'amour, si tu veux. Il faut t'apprendre toi-même à, à, te, à te donner de l'estime, à savoir, que ça soit au plus profond de toi-même, savoir que tu vaux quelque chose. Il n'y a personne sur Terre qui ne vaut rien. Les choses qui ne valent rien sur Terre, là, ils ne sont même pas dans le monde physique. Dans notre monde à nous, les choses qui ne valent plus rien, ils ne sont plus là. Tout a de la valeur, là. Tout, je veux dire, l'ordinateur qu'on a devant nous, tout. Ce que j'essaie de dire par là, c'est que si une chose ne vaut plus rien, elle n'existe plus, elle disparaît. Elle disparaît de notre champ de vision, on la côtoie plus. Comment je veux dire donc? Elle disparaît de notre environnement, on n'en a plus besoin. Mais vous, si vous êtes encore là, c'est que vous avez encore une valeur, c'est que vous avez votre raison d'être sur Terre. Vous êtes, tu sais, vous n'êtes pas là au hasard. Je veux dire, on se promène pas comme ça sur la planète juste parce qu'on attend sa mort. C'est pas de même que ça marche, là. C'est parce qu'on a quelque chose à faire et on a surtout à être, hein? À être en amour avec soi-même, à être fier de soi-même, se donner de l'importance. Se donner de l'importance, c'est pas écraser les autres pour se rehausser, là. C'est pas ça, là. C'est que vous avez une valeur et elle vaut autant que celle-là du voisin, autant que quiconque vous connaissez, là. Vous valez plus que la personne à qui vous donnez le plus d'importance. Tiens, c'est la phrase c'est la phrase qui fait que on est inestimable. On n'a pas besoin d'un titre pour s'estimer. On n'a pas besoin de se faire appeler monsieur, madame. On n'a pas besoin de s'appeler, de se changer puis se donner un titre comme président, directeur général, le boss des crottes, n'importe quoi, ce que vous voulez comme nom, comme titre. Peu importe le titre que vous donnez à quelqu'un, la personne est au même niveau que vous. Même niveau. Si vous avez de la misère à ressentir que vous êtes égal aux autres, ben imaginez les autres sur des bols de toilette. C'est ça. On est tous comme ça.
On fait toute la même chose. On n'en a pas un site qui est arrivé avec une plus-value, comme on dit. Personne n'est arrivé ici avec une valeur plus élevée que la vôtre. On est tout égal. À ce temps, ça, c'est de l'estime. Là, je ne parle pas de la confiance en soi. La confiance en soi, c'est autre chose. Ça, c'est être capable de faire des choses, de sentir, comment je peux dire, en force pour pouvoir faire des choses. Tu sais, c'est pas parce que moi je chante que j'ai plus d'estime que quelqu'un qui chante pas. Ça ne marche pas de même. On ne compare pas ces choses-là. Chacun a ses talents, chacun est capable de faire des choses que d'autres ne sont pas capables. C'est ça. Chacun sa diversité dans son faire. Dans le fond, dans la vie, là, on a juste à être. On nous a montré beaucoup à faire pour avoir, tu sais, faire de l'argent pour avoir des biens matériels. Euh, Ça, on l'apprend à l'école. Euh, à être, ça, c'est vraiment, on ne nous l'enseigne pas, à être. C'est pour ça que mon livre, je l'ai appelé La joie d'être. Parce que une fois qu'on réalise qu'en nous, au fond de nous, il y a quelque chose là que j'appelle la vérité, ma vérité, vous avez votre vérité, c'est votre âme. Cette partie de vous qui est là, qui est intensément en vie, euh, éternelle, qui va quitter le corps, votre corps, lorsque son voyage va être terminé, et c'est elle, l'âme, qui décide en passant, c'est pas vous. C'est cette âme-là qu'il faut écouter. Et, et lorsque on a, ben justement, quand on a des intuitions qui montent, des genres de prémonitions, un peu de faculté là, qui s'installe dans notre corps et on ressent quelque part qu'il y a quelque chose d'autre, de plus subtil et même de plus puissant que notre mental. Là. Lorsqu'on réalise ça, on réalise qu'on n'est pas seul. On réalise qu'on a une source à l'intérieur. Puis c'est ça qui demande à être. C'est ça, cette source-là. Là, je pointe le centre de mon plexus. Ouais, c'est pas vraiment le plexus, là, mais le cœur. Je pointe mon cœur, là, entre mes deux tétines. C'est parce que l'âme siège là. C'est là qu'elle est l'âme. Lorsqu'elle quitte le corps, elle quitte par là. C'est pour ça que souvent on dit je parle avec mon cœur, je parle avec mon âme. Ben oui, c'est là. Elle est là. Donc, on ne nous a pas enseigné à parler avec notre cœur, nos tripes. Hein? Et c'est très difficile d'atteindre ça parce que le mental qu'on nous a montré à développer prend toute la place. Et lui, il bloque, il juge, il critique, il a peur, hein, parce que les peurs proviennent du monde mental qui affecte le monde émotionnel, puis là, on ressent la peur, évidemment, et là, on se sent bloqué. J'en parle souvent de ce cercle vicieux-là, des corps de nos trois corps qu'on a, hein, mental, émotionnel et physique, là, qui sont reliés finalement. Et des fois, il faut juste couper le mental pour être. C'est être soi-même. C'est-à-dire d'arrêter d'appréhender de ce que les autres vont dire, d'arrêter de comment je pourrais dire, donc de se mettre nos propres barrières à la pensée que si je dis ça, si je fais ça, il pourrait m'arriver ça, ça fait que j'ose pas faire ça. Et là, c'est tout. C'est tellement un mélange de blocages divers blocages, que ça cause des crises d'anxiété. C'est même des fois de l'angoisse. Là, je lis que tu me dis que tu as peut-être des remords refoulés du passé ou peut-être que c'est dû au fait que tu t'es battu beaucoup.
pour faire ta place dans tous les secteurs, hein, amour, amitié, professionnellement ou personnellement. Moi, quelqu'un qui se bat dans la vie, c'est quelqu'un qui se bat avec lui-même. On n'a pas à se battre dans la vie. Moi, je suis toujours allé, ben, des fois, c'est sûr que quand on sent que les gens nous repoussent et qu'on se dit non, ma place est ici, puis je vais apprendre, à quelque part, on met un pied à terre et on avance. Mais on n'a pas à se battre. Moi, j'ai toujours opté pour, OK, ça marche pas aujourd'hui, on va essayer demain. Marche pas avec cette personne-là, on va essayer avec une autre personne. Quand on sent à l'intérieur de soi qu'on a un certain chemin à prendre, on n'a pas à se battre. Moi, les gens qui se battent tout le temps, là, ben, ils s'épuisent. Ils s'épuisent, puis les énergies, il vient qu'à un moment donné, ils sont tombés à terre, sont dans des primes parce qu'ils se sont épuisés juste à se battre. J'en vois plusieurs, là, se battre pour ci, se battre pour ça. Ils sont toujours dans les batailles. Comme si il fallait que la vie, c'était un combat. Il faut arrêter ça, là. La vie, c'est pas un combat. Combat égale guerre. Guerre, y a, la guerre, ça ne guérit pas, ça détruit. Donc, lorsqu'on on se bat contre ou on lutte contre, et c'est toujours la guerre, c'est assez, là. Faut arrêter de se battre. On n'est pas ici pour se battre. Premièrement, il faut commencer à se dire que tout n'est pas dû. Hein? Il y a une certaine énergie à développer. Des fois, il faut développer. On a certaines qualités à développer, des fois, avant d'atteindre un but. Hein? Si moi, je pousse tout le monde parce que je veux aller à tel endroit, mais je pousse tout le monde, pousser tout le monde en moi, puis toi, c'est-tu correct? Non. On n'a pas à pousser personne. Notre place, elle est où ce qu'on est. Tu ne peux pas être ailleurs que la place où ce que tu es. Autrement dit, c'est pour mieux m'exprimer, là, euh, tu es là où tu devrais être. Sinon, tu seras ailleurs. Fait que ce soir, si tu m'écoutes, si tu es encore en ligne, si tu es devant ton téléphone ou ton ordi, c'est là que tu dois être. Parce que sinon, tu seras ailleurs. C'est aussi simple que ça. Donc, tout est dû d'être de la manière que c'est. À ce temps, il y en a qui n'acceptent pas de la manière que les choses se déroulent dans leur vie. Ils n'acceptent pas ça. Ils se disent, moi je veux ça, puis je vais aller chercher ça, puis peu importe ce qui arrivera, moi, tout a passé ce monde-là pour aller chercher ce que je veux. Bien, ça, là, c'est très épuisant. Puis les résultats ne sont pas aussi bons qu'une personne qui a pris son temps, qui a demandé des permissions, qui a, avec douceur, comment je pourrais dire, donc, travaillé, planifier ses choses, arrêter de prouver à tout le monde qu'ils sont quelqu'un. C'est des gens qui sont recentrés sur eux, qui s'occupent des autres, mais en même temps qui savent qu'eux ont quelque chose à faire et qui demandent, je pourrais-tu obtenir telle chose, je pourrais-tu faire ça, tu sais, ils ne s'énervent pas avec ça. Ils sont calmes là-dedans, prennent leur temps. Puis en même temps, ils développent plein de facultés à être ce qu'ils doivent être. Si tu as à être un chanteur puis percer au niveau de la chanson, tu vas le faire. Si tu n'as pas à être un gars qui fait de la scène, ben t'en feras pas. Tu vas avoir de la misère à en faire. Puis là, maintenant, un gars, ben, il se dit, écoute, là, j'ai ben trop de misère. Moi, à arriver à avoir un contrat ou faire telle affaire, c'est tout un travail. Ça me demande beaucoup. Ça m'épuise. Ben, peut-être que c'est pas ça qu'il faut que tu fasses. Ou du moins, peut-être qu'il faut, c'est pas la bonne manière de le faire. C'est-à-dire la bonne attitude face à ce que tu devrais faire. Tu sais, il y a des attitudes à avoir. Moi, je te le dirais, là, force rien. On n'a pas à forcer dans la vie. Pas en tout. Parce que quand tu forces, c'est que tu dépenses 2, 3, même 4 fois plus d'énergie qu'une personne qui prend son temps. C'est comme le lièvre et la tortue, là, tu sais, la fable. Là. La tortue, là,
elle prend son temps, elle suit son chemin tranquillement. Tandis que le lièvre, lui, il pensait qu'en formant, le lièvre forçait pas, mais il courait, là. Mais il se pavanait, il prenait son temps parce que monsieur était sûr de gagner. Finalement, c'est la tortue qui a gagné parce qu'elle, elle avait juste un but à atteindre. C'était de parvenir à l'arrivée. Tandis que le lièvre, lui, s'est dispersé. Il a commencé à faire telle affaire, telle affaire, telle affaire, telle affaire, telle affaire, puis il en a même quasiment oublié sa course, puis il a perdu. Donc, c'est un petit peu la morale là, du lièvre et la tortue au niveau de la fable de La Fontaine. Et ben, je te dirais de faire la tortue. Prends ton temps, relax. Toute chose arrive quand on est prêt. Quand on n'est pas prêt, là, puis on veut forcer, ça arrive tout croche dans nos vies. Fait que c'est mieux qu'il arrive, qu'il tombe, c'est ça, qu'il te, que ce soit servi sur un plateau, puis que ça soit le bon temps, que tu puisses l'accueillir comme il faut, comme un grand garçon. Avoir de l'estime pour soi, c'est prendre soin de soi, parce qu'on est fragile, l'être humain. On a un monde émotionnel très vaste, on peut partir d'un fou rire puis virer son angoisse en l'espace de 5 minutes. On est fragile, il faut prendre soin de nous autres, faut se dorloter, et ça, on dirait qu'on le développe avec l'âge. Je ne sais pas si c'est la sagesse qui s'installe, là, mais c'est ça que ça fait. On dirait qu'on devient plus sensible à soi. On se dit, c'est beau, là, je vais arrêter de me faire mal, là, m'arrêter de me battre, là, m'arrêter de dépenser d'énergie pour rien. Là. Donc, on prend plus de temps pour soi. On choisit plus aussi la qualité de nos moments présents. Hein? On savoure plus nos instants présents. Confiance en soi, c'est plus facile que l'estime de soi. Parce que l'estime de soi, mais c'est vraiment arriver toujours à ressentir de la valeur, qu'on a une valeur, qu'on vraiment on est important, aussi important que la personne que tu crois la plus importante dans ta vie. Toi, tu es aussi important que cette personne-là. Ça, c'est à développer. Il faut qu'à chaque instant, tu te nourrisses de ça et que tu puisses ressentir cette valeur-là. Il faut que tu la ressentes. Ça, c'est l'estime de soi. La confiance, c'est plutôt en nos capacités. Tu sais, une personne qui ne sait pas cuisiner, elle est à cuisiner sa première recette. J'ai-tu mis mon gilet à l'envers? Okay. Une personne qui ne sait pas cuisiner, puis là, elle fait sa première recette. Elle s'énerve un petit peu parce qu'elle a peur qu'elle va rater sa recette. Donc, elle manque de confiance en elle et c'est normal parce qu'elle n'est pas habituée et elle développe sa capacité à pouvoir faire la recette qu'elle a choisie. Donc, la confiance en soi, ça se développe beaucoup dans le faire. Je veux faire telle chose, j'ai peur de rater mon coup, j'ai pas confiance en moi là-dessus. Il va falloir que tu le développes. La confiance en soi, c'est ça. C'est comme, euh, c'est comme aller à ta première entrevue pour ton premier emploi. Il y en a qui n'ont pas confiance en eux, ne connaissent pas leurs capacités encore, ils ont peur du refus, qu'ils soient pas engagés, parce qu'ils n'ont pas confiance en eux, en leur capacité de répondre aux questions, leur capacité d'être capable d'être, comment je pourrais dire, donc, d'être pas proactif, là, mais je veux dire, ils se connaissent pas, donc ils n'ont pas confiance en leur pouvoir parce qu'ils ne connaissent pas leur pouvoir. Et c'est plus tard, en développant les capacités, qu'on est rendu qu'on est capable de faire telle chose, ça ne nous énerve plus, on est habitué, puis on n'a plus peur de faire des échecs. On en a fait en masse. Donc, on est capable de gérer les échecs ou les erreurs. Et, euh, et comment je pourrais dire, donc la confiance en soi se développe et ça rapporte beaucoup à des domaines.
Ça peut être dans le domaine, c'est sûr que c'est dans le domaine du faire, là, mais une personne qui est capable de faire une recette, qui a beaucoup de confiance en elle, c'est différent que si tu l'envoies devant un moteur puis que tu lui demandes de réparer le moteur, là, elle va dire non, je connais rien là-dedans, puis regarde, moi, je touche pas à ça. Regarde, si tu veux pas que je rempile l'affaire, là, tu serais mieux de demander à quelqu'un d'autre. Ben, c'est ça, tu sais, la personne, tu sais, la confiance en soi elle se développe, mais c'est dans des domaines. Même dans le domaine des relations, on peut manquer de confiance en nous-mêmes. Tu sais, veux dire, tu euh, tu t'en vas à une soirée et là, tu as le goût d'aller jaser quelqu'un. Cette personne-là, tu as le goût d'aller la connaître, tu as le goût de lui poser des questions, tu as le goût de jaser avec cette personne-là. Et comme tu as peur de plein de choses, que ça peut être la peur du rejet, la peur de, de, de bafouer, la peur de ne pas faire bonne figure, ben là, tu n'as pas confiance en toi à ce niveau-là, au niveau des relations, des premières relations. Donc, c'est quelque chose à développer. Au fond, la confiance en soi, c'est, c'est dans le domaine du faire et du avoir, et l'estime de soi, c'est dans le domaine de l'être. Et si tu as un manque d'estime, ça se peut que ça affecte ta confiance. Et si tu as un manque de confiance, c'est pas possible, ça va affecter ton estime. Les deux, c'est des cousins-cousines. Ils sont dans la même famille et c'est bon de travailler les deux. Moi, je dirais une personne qui a difficulté à avoir la confiance en elle-même, j'irais voir si elle a de l'estime pour elle-même. Parce que les deux sont comme en parallèle, puis si on travaille les deux, ben on renforce les deux. Il y a un petit exercice que j'ai fait je pourrais dire au moins un mois ou deux, un mois ou deux de temps à tous les soirs. J'avais demandé à des gens, mais ça, comment je pourrais dire donc? J'avais demandé à des gens que je connaissais de me donner une qualité, c'est-à-dire quelque chose que moi, je n'étais pas à percevoir sur moi. Puis je les écrivais sur des petits papiers, puis le soir, de me coucher, je prenais les petits papiers un par un, hein, je pigeais pas un papier, là. Je les prenais un par un. Quand même qu'il y en avait 30 là, je les faisais tous les 30. Et je mettais je suis en avant du mot. Donc, si une personne me dit, ben Claude, moi je te vois une personne sympathique. Là, j'écrivais sympathique sur mon papier. Et le soir, avant de me coucher, pendant au moins 5 minutes, si c'est pas 10, à voix haute, tu dis je suis sympathique. Tu fermes les yeux et tu ressens c'est quoi une personne sympathique pour toi. Donc, tu nourris le sentiment d'être une personne sympathique. Tu fais la même chose avec d'autres qualités. Je suis jovial, je suis gentil, je suis serviable, je suis tout ce que tu veux, et ben, que ce soit des qualités, évidemment. Et ça, tu continues à faire ça. Puis, je vous le dis, là, si vous faites cet exercice-là au moins une trentaine de jours d'affilée, là, votre estime va grimper là, de plusieurs marches, on va dire. Là. Et ça, c'est un bon début quand on a de l'estime pour regarder dans quel domaine de notre vie on n'a pas confiance en nous-mêmes et d'aller voir si cette confiance-là, elle a augmenté ou elle a diminué. Parce que juste en travaillant l'estime, ça fait travailler la confiance. Ils vont ensemble, ces deux-là. C'est quasiment des frères et sœurs. L'estime de soi et la confiance en soi, c'est comme manier l'ego. Hein? C'est comme dire à l'ego, écoute, là, t'es capable, t'es fin, t'es beau, je sais que t'es capable. Fait qu'arrête d'être dans tes peurs, puis fonce. C'est, c'est, c'est vraiment, on remodèle l'ego avec l'estime de soi et la confiance en soi. Comment savoir si on est sur la bonne track? On est tout le temps sur la bonne track.
quand on n'est pas sur la bonne track, je peux-tu vous dire que la vie vous repitche à côté pour que vous débarquiez de la track? C'est drôle, là, mais c'est comme ça. Il n'y a pas de mauvaise expérience, puis il n'y a pas de mauvaise track. On est toujours là où on doit être. On a besoin des expériences pour évoluer. On ne peut pas éviter des expériences. Si tu pars un matin, puis il t'arrive plein d'incidents, un arrière de l'autre, puis tu dis, hey, moi, je m'en vais, je suis plus capable. Là. Ça fait 3, 4 affaires qui m'arrivent, là, qui me gossent, là, puis que je suis tanné, là. Ben, c'est ça. Va-t'en chez vous, va te reposer. Ou ben, tu peux juste t'asseoir 5 minutes puis dire, OK, là, c'est assez, là. Là, il y a une énergie, là, je ne sais pas trop qui veut me parler. Là. Depuis un matin, là, il m'en arrive, là, puis c'est toute sorte d'affaires. Là. C'est le cellulaire, c'est le char, ça n'arrête plus, là, les enfants qui crient ou bon, perdu telle affaire. Ça n'arrête plus. Là. Dans ce temps-là, vous, peut-être que vous avez un signe, c'est d'arrêter, vous asseoir, prendre juste 3, 4 respirations, calmez-vous, puis dire c'est beau, tout va bien aller à partir de maintenant. Vous allez voir, ça va arrêter. Ça va arrêter. Je sais, pour le vivre souvent, ça arrête. Parce que des fois, on n'est vraiment pas là. On est parti dans notre tête, puis go, 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 ting, 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 comme une balle de pinball, là. Puis là, on se cogne partout, là, puis on vire fou quasiment, là, mais ça va pas comme on veut. Et ça, c'est tout à fait normal que quand ça va pas comme on veut, on pense qu'on n'est pas sur la bonne track, mais oui, on est sur la bonne track. On est en train d'apprendre des choses. Des fois, là, cette traque-là, même si elle ne fait pas notre affaire, il fallait embarquer dessus parce qu'elle nous fait apprendre des choses. Si on veut apprendre, il faut bien pogner des petites traques à côté. Là. Nous autres, l'être humain, là, on veut pas de problème. On veut pas évoluer. On veut rester dans notre petit confort. On veut avoir la paix. On veut pas que personne vienne nous déranger. Tu sais, vous comprenez ce que je veux dire? On a hâte que ça finisse, ce voyage-là, puis qu'on se dise, mon Dieu, on va-tu l'avoir, la Sainte Paix? Hein? Non. La Sainte Paix, on l'a quand on débarque du mental, qu'on réalise que dans le moment présent, qui est éternel en passant, est toujours le meilleur moment. Là où ce qu'on on voudrait être, c'est dans le moment présent. Puis dans le moment présent, il n'y en a plus de problème. Pourquoi? Ben, c'est parce qu'on arrête de s'inquiéter. On arrête de chialer, on arrête tout le monde émotif qui est là et qui nous bombarde, on arrête ça. Tout revient au calme. Et là, on se dit, mais mon Dieu, qu'est-ce que j'avais là à m'énerver, là? Ce que j'avais à faire, c'était de me calmer, là. Puis les affaires qui m'arrivent, c'est pas si pire que ça, là. C'est quoi le problème? Où est le problème? Bon, ben, quand on arrive à cet état-là, où est-ce qu'on se dit, bon, là, c'est beau. On continue, mais d'une façon plus calme. On s'aperçoit que c'est pas qu'on était à côté de la traque, c'est que on a choisi un autre track. Cette track-là est en train de nous faire apprendre que, regarde, quand tu agis de la sorte, que tu es à moitié là, puis que tu veux que les choses aillent comme tu voudrais qu'ils aillent, c'est correct d'être dans cette track-là, là, mais c'est pas la meilleure track. Fait que change de track. Et toi, si tu changes pas de track, les choses remplissent, ça remplit, ça remplit, ça remplit, jusqu'au bout, pas au bout, mais jusqu'au moment où tu craques. Puis tu dis là, c'est assez, je suis tanné, donc ou bien là, je vais m'avoir m'asseoir 5 minutes, sinon m'en tuer une coupe, comme on dit. Mais c'est ça, c'est fait pour ça, cette traque-là. C'est pour t'emmener à un moment où ce que tu dis, oh, oh, c'est assez, là. Là, il y a de quoi de papa, là, non, non. Là, je vais aller me calmer, là, ou bien je vais commencer à respirer, là. Ça va me faire du bien. Ben, c'est ça. Il n'y a pas de mauvaise traque. Dans la vie, soit on gagne en étant sur la bonne traque, ou soit on apprend. Ça, c'est quand on est sur l'autre track. Fait que, peu importe les tracks, on est gagnant pareil. Parce que quand on apprend, on gagne. Il faut arrêter d'avoir peur de ce que les autres
vont dire ou faut arrêter d'avoir peur de se faire dire non parce que souvent, quand on n'ose pas par peur d'un refus, ben, on perd l'occasion d'avoir un accord. J'explique. Comment savoir si l'autre personne va dire oui ou non? Hein, on est qui pour décider de la réponse tout de suite? Dans le fond, on prend le non comme si on nous disait tu le mérites pas, ou bien le non peut signifier ben je t'aime pas, ou tu peux interpréter le non comme tu veux. Ça peut être très négatif pour toi, un non. Et si tu décides toi-même qu'advenant un refus à ta demande, que ça va être blessant, ben, t'oses pas demander. Alors que tu serais surpris bien souvent à obtenir un oui. Fait qu'au fond, la peur de se faire dire non, puis c'est déjà là, je viens de dire, c'est une peur, puis les peurs sont toutes faites pour être dépassées. Ça fait que si tu veux être bien, t'asseoir dans ta peur, c'est toi, mais tu manques des opportunités. Ou si tu veux dépasser ta peur, ça va être à toi de oser, avoir du courage et dire, ben, la pire chose qui peut arriver, c'est qu'on me dise non. C'est correct. Les gens ne sont pas obligés de me dire oui. Et quand on cogne à une porte, on se fait dire non, ben, il n'y a rien qui nous empêche de cogner à une autre porte, jusqu'au temps qu'on atteigne un oui. Dans la vie, soit on gagne ou soit on apprend. Ça veut dire qu'en apprenant, ben, on gagne. On gagne l'expérience. Donc, on gagne dans les deux côtés. Ça fait qu'on est tous des gagnants. On est tous des gagnants à la loterie. Savez-vous qu'est-ce qui est le plus difficile dans un cheminement personnel ou un développement personnel, là, c'est pareil, là? Le plus difficile pour la plupart des personnes, là, c'est de passer à l'action. Tu sais, on en lit-tu des choses, puis on en comprend-tu des affaires, puis on en voit-tu des choses, oui. Notre conscience s'éveille. Euh, on réalise des affaires, puis on fait ah, j'avais pas vu ça comme ça. Puis, mais c'est correct, mais moi j'ai été longtemps à lire des livres, puis à prendre des notes, puis à faire des beaux cartables. Et j'ai été longtemps aussi à me dire, mais mon Dieu, je sais tout ça, là, mais ma vie n'a pas changé, là. C'est encore la même affaire, là. Je comprends pas. Avec tout ce que je sais, c'est encore la même affaire. C'est encore la même routine, c'est encore la même. Il y avait. J'attendais, moi, là qu'un jour, là, je me réveille, là, puis que tout change. Tout serait transformé dans une nuit. J'attendais un miracle, finalement. Et ça, comment je pourrais dire, c'est des choses. Bon, c'est une chose qui m'est arrivée, mais qui peut vous arriver aussi, là, c'est qu'on nourrit le mental, on nourrit l'ego, on nourrit beaucoup, on n'arrête jamais, on dirait que c'est jamais assez, on cherche toujours la phrase, le mot, le livre, la chose qui va nous faire basculer à l'intérieur pour que tout change, pour qu'on devienne une autre personne, on dirait. Et quand justement, on étudie ou on lit, on s'alimente en développement personnel, c'est fou comment on en sait des affaires. Mais c'est fou aussi comment, même si on sait des affaires, que c'est pas ça qui va changer notre vie. C'est pas ce qu'on sait qui va changer notre vie. C'est ce qu'on pratique. C'est ce qu'on met en pratique qui va changer notre vie. J'ai beau écrire 100 fois là, mes peurs dans un livre, là, mais si je fais rien avec, là, mes peurs restent là, puis
même si je sais comment, ben, ouais, comment, même si j'ai la procédure dans ma tête par cœur, comment on arrive à dépasser une peur, si je ne la fais pas, cette procédure-là, si je ne l'applique pas dans ma vie, si je ne passe pas à l'action, ben, ça ne change rien dans ma vie. C'est ça que je veux dire. T'sais, même si on lit des livres et des cartables, puis des romans, pas des romans, là, mais je veux dire des bouquins qui nous donnent plein de notions en développement personnel, puis nous expliquent des choses. C'est bien de comprendre. Je dis pas qu'on ne faut pas en lire. J'exprime juste que lire et ne rien mettre en pratique, ça risque un jour qu'on fasse une indigestion spirituelle qu'on appelle. C'est-à-dire qu'on en sait trop et on fait rien avec. Et là, maintenant, on n'est plus capable d'en rentrer. Là. On n'est plus capable, là, on a trop lu. Là. On vient mêler et on ne sait plus par où commencer pour se démêler. Ben, ça arrive, ça aussi. Des petits bouts dans ma vie où c'était comme ça. Puis à un moment donné, je me suis dit, c'est assez, je vais arrêter de lire, je vais commencer à mettre en pratique. Ça a l'air qu'il faut mettre en pratique. Bon, ben, on va commencer par quoi? On va commencer par ce qui m'empêche d'être bien. Puis c'était quoi? Ben, c'était les peurs. Les peurs d'être ce qu'on veut être, des peurs de n'importe quoi, là. Des peurs de s'exprimer, des peurs de dire non aux gens, plein de peurs. Ça fait que ça, à un moment donné, là, on les écrit, là, puis là, on les met par intensité, là, c'est-à-dire lesquelles est la plus forte, lesquelles qui me bloquent vraiment, là, et lesquelles la moins forte. Puis on commence par les moins fortes. On commence à pratiquer à aller voir nos peurs, à les accueillir, à les aimer comme ils sont, à les remercier parce qu'ils nous enseignent des choses. Et puis, c'est ça, tranquillement, d'une peur à l'autre, on les élimine. Une à la fois, puis des fois une dizaine en même temps, là, ça dépend de la peur. Et, euh, et lorsqu'on avance, puis on réalise qu'on a dépassé plein de peurs, là, c'est sûr que notre vie, elle a changé. Il y a des choses qu'on se permet de dire qu'on n'osait pas dire avant. Il y a des affaires qu'on ose faire qu'on n'osait pas faire avant. On fonce, on ouvre des portes, on se surprend à avoir. Des fois, on prend contact avec soi-même à l'intérieur, puis on se surprend à avoir une autre énergie. On se dit, hein, c'est comme un nouveau moi. C'est pas un nouveau toi. C'est juste qu'il était là avant, mais il y avait tellement de peur par-dessus que tu avais oublié qui t'étais finalement. C'était pas les peurs. Fait que les peurs, quand tu l'enlèves, c'est comme à chaque fois tu enlèves un voile, puis un autre voile. Puis là, à un moment donné, la vie devient plus légère, plus claire. Même le ciel, on dirait que le bleu est plus profond. Tout change, les couleurs changent. On n'a plus la même perception face à ce qu'il y a dehors, face aux enfants, face à tes amis. On trouve que le monde a changé. Le monde ne change pas. C'est nous qui changeons à l'intérieur, puis c'est ce qui fait que euh, on aime plus la vie parce que on a atteint un niveau, on va dire, où ce que le mieux-être s'installe de plus en plus dans notre corps. On se sent mieux dans notre corps, on se sent mieux dans notre esprit et on s'énerve moins aussi avec les faits de la vie. À un moment donné, la sagesse dit que ça sert à rien de t'énerver, là, même si tu te débats, là, regarde, tu vas t'épuiser, puis ça ne changera rien. Là. Je me rappellerai toujours quand j'ai fait du yoga avec Fernande Bussière, j'en parle de temps en temps parce que ça fait partie de elle a fait partie de ma vie longtemps. Puis quand elle voyait que j'essayais de me battre ou de me débattre dans mon mental et essayais comment je pourrais dire, d'aller plus vite que le train. Là, elle disait, Claude, il faut que tu fasses le petit bio qui flotte. Le petit bio qui flotte. Voir si je suis un petit bio qui flotte.
Ouais, ben c'est ça. Ben, j'ai réussi à le faire, le petit bio qui flotte. Là, je demandais, qu'est-ce que tu veux dire par le petit bio qui flotte? Bon, je vais vous l'expliquer. Le petit bio qui flotte, c'est que tu t'identifies à un petit bio qui flotte. Hein? Puis là, ben, tu es sur la mer ou le fleuve. Hein? On est proche du fleuve, nous autres. Donc, tu es sur le fleuve, puis il y a des grosses vagues, puis là, tu es le petit bio qui flotte. Puis là, ben, c'est ça, ça brasse, ça brasse. Mais qu'est-ce que tu veux faire? Hein? Tu ne commenceras pas à t'agripper après une vague, tu es dans l'eau. Fait que là, il faut que tu te laisses brasser. Tu te laisses brasser. Et là, tranquillement, vous savez que la marée monte, la marée baisse. Ouais, baisse. Et là, quand la marée baisse, tu respires entre deux roches. Bon, ça y est. Là, je suis pogné entre deux roches. Fait que là, le petit bio, il flotte plus. Puis le petit bio, ben, il est mal pris. Puis là, le petit bio, ben, même s'il se débat, là, ça ne le déprendra pas. Il va s'épuiser. Ça fait qu'il va falloir t'attendre que la marée monte. Hmm? Puis quand la marée va remonter, ben là, tu vas te remettre à flotter. C'est comme ça. Donc, l'eau, c'est comme si c'était de l'énergie. Fait que toi, t'es une personne. Quand les énergies sont trop fortes puis ça te bombarde, bon, ben, écoute, laisse-toi aller. Suis le courant. Puis à un moment donné, bon, ben, quand tu vas arriver à un moment où ce que tu peux plus bouger dans le sens que tu es pogné dans les événements parce que tu n'as pas de contrôle, bon, ben, bouge pas. Laisse-toi aller. Puis à un moment donné, quand les énergies vont revenir, parce que tu vas avoir fait le plein, la batterie va être rechargée. Là, ben, tu vas pouvoir passer à l'action puis faire ce que tu as à faire. C'est un petit peu ça l'histoire du bio qui flotte. Là. En tout cas, c'est le même, je l'ai compris. Ouais, dans la vie, l'être humain, je m'inclus, hein, je suis un être humain, a tendance à dramatiser. Et que c'est un drame, la vie. Hein. C'est quelque chose. Tu sais, à la télé, là, on nous montre rien que ça, des drames. Hein. Fait que là, quand ça arrive dans notre vie, là, hey, mon Dieu, le drame, toi, c'est quelque chose. Ça arrive rien qu'à nous autres, puis qu'est-ce qu'on va faire avec ça, puis mon Dieu, qu'on est mal pris, puis et qu'on dramatise. C'est fou qu'on dramatise. Mais c'est une mauvaise manie de dramatiser parce qu'on devrait rire. La vie devrait être une comédie. Pourquoi? Ben, écoutez, imaginez. Imaginez que vous êtes en dehors de votre corps, hein, puis d'un coup, là, moi, là, je sors de mon corps, là, je regarde ma vie. Là, je me regarde aller. Comme si j'étais mort, mais dans le fond, je suis pas mort, là, mais comme si mon âme, elle sortait de mon corps, puis elle était en train d'observer Claude, puis les événements. C'est là, je parle pour moi, là, mais faites-le pour vous, là. Tout d'un coup, vous sortez de votre corps, puis là, vous vous regardez aller. Comment vous dramatisez vos affaires, là. Puis là, ben, tu sais, vous vous dites, oh mon Dieu, si elle savait, ou bien s'il savait, tu sais. C'est rien, là, tu sais, ce qui arrive, là. Absolument rien, là. Tu sais, comment je pourrais dire, là? On va tous mourir pareil, là. Tu sais, on va tous arriver à l'autre bord pareil. On n'emmènera rien sauf le résultat de nos expériences. Puis moi, je me dis, bon, ben là, je suis en train de vivre une expérience, là. Mettons, là, je me sens dans un drame, là. Ben là, je dédramatise. Je me dis, bon, écoute, je n'ai pas à monter des rideaux, je n'ai pas non plus à m'épuiser, à essayer de ressasser toujours le même événement ou d'appréhender ce qui se passe. C'est assez, là. On va vivre le moment présent. Moi, je pratique ça. Et là, je dédramatise. Puis là, je me regarde, puis je me dis, bon, enfin, il dédramatise, là. Bon, il se repose, là. Il peut rien faire, c'est qu'il arrête de lutter, il arrête de se battre. Il accepte, il fait le tibio qui flotte. Puis c'est juste drôle. Dans le fond, c'est juste drôle parce que, regarde, voir quelqu'un dramatiser, je veux pas rire de la personne, mais c'est tellement intense. Des fois, la personne est tellement pognée dans son drame là, que ça en est drôle. Pourquoi? Ben, regarde, mais qu'elle sorte d'ici, là, de cette pièce de théâtre-là qui est la vie, là.
Elle va tout être heureuse, elle va être dans sa joie d'être, elle va se dire, oh mon, mais là, elle va s'en regarder, là, mettons, de l'autre bord, elle va se dire, mon Dieu, qu'est-ce que j'avais, là? C'était plus qu'une affaire, tu sais. C'était plus qu'un drame, mon affaire, pourtant, tu sais. C'était pas si pire que ça. Ben, c'est ça, on dramatise tellement, là, qu'on voit noir, puis quand on fait ça, on est dans l'émotion, dans le drame de notre vie. On est tellement rentré dans l'émotion qu'on devient l'émotion, et là, il n'y a plus de porte de sortie. Là, on ne trouve pas la solution, c'est sûr qu'on ne trouve pas la solution. On, on voit noir, on voit tellement de drame. Il manquerait plus rien qu'à une petite publicité à travers ton film, peut-être. Tu sais. Une petite pub, un petit des popcorn, le drame de la vie, c'est ça. Faut dédramatiser. Faut apprendre à dédramatiser. Je dis pas qu'il n'y a rien de sérieux ou quoi que ce soit. C'est dur. La vie est difficile lorsque le mental prend le dessus, puis que le mental n'est pas d'accord avec tout ce qui se passe, puis il est sénère, puis il veut tout régler tout de suite. Hein. Le mental, il n'aime pas se sentir constamment dans un état d'anxiété, angoisse, peur. Il vous fait signe. C'est là. Mais ça, il n'est pas bien là-dedans. Hein? Puis là, ben, il y a quelque chose qui vous pousse à sortir de là. Donc, à régler très vite. Et des fois, on règle trop vite parce qu'on n'a pas appris la leçon. Ça fait que ça se répète. Fait qu'il faut prendre le temps, lorsqu'il nous arrive un événement, prendre le temps de l'analyser, de faire le petit bio qui flotte, vraiment de le regarder, d'être témoin de ce qui se passe, d'étudier la situation, de dire oui, les faits sont là, je ne peux rien changer, j'accepte que les faits soient comme ça. Maintenant, ça marche, je suis assis en deux chaises, je ne suis pas à l'aise là-dedans, mais pourquoi ça arrive? Ben, j'ai quelque chose à apprendre. Et j'ai peut-être juste à apprendre à trouver une solution. J'ai peut-être juste à apprendre. Tu sais, quand l'expérience se répète et qu'elle est encore plus intense à chaque fois, ben, c'est parce que là, le message est clair qu'il faut que tu apprennes quelque chose que tu n'as pas appris dans les autres expériences. C'est rien que ça, là. Lorsque tu vas l'apprendre, le message ou la leçon, comme on dit, là, quand l'expérience va se répéter, là, mon Dieu, tu vas dire, ah, regarde, j'en ai déjà vu, tu sais, des pires que ça. Mais c'est ça qui arrive. C'est comme, imaginez, vous êtes un docteur, puis tous les jours, vous avez des patients, un chirurgien, admettons. Puis vous avez trois, quatre grosses chirurgies à faire à chaque jour. C'est votre job. Pensez-vous que le chirurgien, à chaque fois qu'il sait qu'il a une vie entre les mains, s'il commence à stresser, à angoisser, d'un coup qu'il meurt, regarde, ça ne sera pas un chirurgien qui va t'offrir longtemps. Il va être mort par le stress, là, le stress va le toucher par en dedans. Il a développé sa confiance en soi, il sait qu'est-ce qu'il a à faire, il connaît sa job, comme on dit, puis il se fait confiance, puis lui, dans sa tête, il fait la meilleure chose qu'il peut pour garder le client, le patient ou le client, si vous voulez, en vie. C'est quelque chose, on ne l'est pas tous des chirurgiens, là, puis on a peut-être une chance, parce que avec le stress qu'on a de la difficulté à gérer, imaginez, ça prend toute une expérience de vie pour pouvoir arriver à toute une force pour gérer ce stress-là. Mais ça vient que ça ne l'est pas autant stressant. Ça devient juste comme, c'est leur job, puis c'est ça qu'ils font. Mais nous, on voit ça, hey, mon Dieu, c'est ça, c'est intense, hein, ces jobs-là. Donc, c'est un petit peu à regarder notre vie, puis la dédramatiser, puis d'alléger nos expériences, puis se dire, je n'ai pas à me morfondre là, dans mon lit pour essayer de ressasser des affaires dans lesquelles je n'ai pas de contrôle. Tu sais, on ne règle rien en lit, ça fait que en pitcher ça en dessous du lit, vous le reprendrez le lendemain matin. C'est un petit peu les genres d'attitudes qu'il faut développer. Il y a un petit exercice que je vous suggère avant de vous endormir, des fois, quand
pas si ça vous tente, là, je vais vous l'expliquer, là. C'est quelque chose que je fais de temps en temps. Ça a rapport à votre corps, ben à notre corps. C'est que, bon, on se couche, on se détend dans notre lit, on respire tranquillement, on prend la position qu'on est bien, là. Moi, je peux pas me coucher sur le dos, hein, je ronfle, ça fait que ça me réveille. Des fois, je tombe endormi, je suis mieux sur le côté. Donc, je me place sur le côté, puis là, je visite mon corps. Quand je dis je visite mon corps, c'est que je me concentre, admettons, sur mes orteils, la grosse. Après ça, je descends, chaque orteil. Puis là, je me concentre sur mon pied. Et je me concentre, je monte. Ça va être le talon, la cheville. Après ça, je monte au mollet. Après ça, le genou. Après ça, je m'endors, je suis trop fatigué. C'est une blague. Donc, des fois, ben, ça arrive, oui, qu'on se détend puis qu'on tombe endormi, là, rien qu'en commençant. Là. Moi, ça m'arrive souvent. Mais des fois, le sommeil n'arrive pas, donc je continue. Et là, je commence à détendre mon corps. Bon, une fois que j'ai monté jusqu'à la jambe, là, la hanche, après ça, je recommence de l'autre côté. Là, c'est l'autre, ça va être l'autre jambe, les orteils, et ainsi de suite. Je monte. Après ça, c'est le ventre, et après ça, bon, tout le corps en entier. Et là, je demande à mon corps, lorsque j'ai atteint au niveau de la tête, là, je demande à mon corps, montre-moi ou fais-moi sentir une partie dans mon corps dans laquelle il y aurait une émotion qui serait logée. Fais-moi sentir quelque chose que je puisse aller me concentrer là, puis aider l'émotion à se déloger. C'est un bel exercice. Et si vous êtes capable de le faire, tant mieux. Ça se peut que vous dormiez avant, parce que ça se fait avant de se coucher, là. Tant mieux. Si vous dormez avant, c'est quelque chose qui va vous endormir, c'est bien correct. Mais si vous ne dormez pas, et là, vous restez à l'écoute. Vous n'avez pas à chercher dans votre corps où est-ce qu'il y a une émotion. Vous demandez simplement à votre corps, ou ça peut être à votre guide, hein. Demandez à votre guide de vous faire ressentir quelque chose dans votre corps, ou demandez à votre corps de vous faire ressentir quelque chose. Là où il y aurait une émotion qui serait logée et que vous auriez besoin d'aller visiter. Bon, restez à l'écoute, faites juste attendre, puis peut-être qu'il n'y aura rien aussi. Parce qu'une émotion qui veut se déloger, il faut qu'elle soit prête à se déloger. On ne peut pas la forcer. C'est comme une fleur. On ne tire pas dessus pour qu'elle pousse, hein. C'est comme laisser se faire les choses. Donc, vous êtes à l'écoute de votre corps et il se peut que vous ressentiez quelque chose à quelque part. C'est-à-dire, je ne sais pas, moi, un serrement, une petite crampe, un courant électrique à quelque part. Et là, ce que vous faites, c'est que vous allez amener votre mental, votre concentration, vous allez l'amener là où ce que vous avez ressenti, ce signe-là, on va dire, et vous restez là. Exemple, mettons que j'ai ressenti une douleur dans la fesse gauche. Une douleur dans la fesse gauche, comme si quelque chose serait logé là. Fait que je me concentre sur ma fesse gauche et je regarde, là je commence à parler à ce mal-là. Je lui dis salut, ça va bien. J'aimerais savoir s'il y a un souvenir d'attaché à toi. C'est quel est le souvenir? Et parler comme ça à votre émotion ou au mal, c'est la même chose. Le mal, c'est l'émotion qui est bloquée dans le muscle ou dans la partie du corps où vous vous concentrez. Donc, vous discutez avec ça. Discutez comme si vous veniez de rencontrer quelqu'un et vous vous nommez. Salut, moi c'est Claude. Toi, t'es l'émotion. As-tu une image à me présenter qui est attachée à toi, tu sais? Et laissez ça faire les choses.
Ça prend un peu de pratique. À un moment donné, vous allez voir, vous allez vous promener dans votre corps, vous allez ressentir tout de suite des relâchements, des sensations et vous allez focuser là-dessus et il va sortir des mémoires, des souvenirs. Et là, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Ben, on les laisse sortir. C'est-à-dire que quand, quand ce mal-là, le souvenir qui est là, l'image là, monte là, regardez-le, constatez et vous allez voir que le mal va s'en aller en même temps. C'est comme, c'est comme aller nettoyer, si vous voulez, des parties de vous, des parties de vous qui sont prêtes à être relâchées, à s'en aller. C'est un petit peu ça, là. C'est un bien-être que vous apportez. Ouais, c'est ça. Mais moi, j'aime bien travailler le soir avant de me coucher parce que peu importe l'exercice qu'on fait quand même, ce qu'on essaye d'évacuer des émotions, de méditer ou de travailler sur l'estime de soi ou la confiance en soi. Ben, ce qui arrive quand on s'endort, ben, souvent, il y a beaucoup de travail qui se fait durant la nuit. Tu sais, notre intention de s'auto-guérir ou de travailler sur nous ou d'améliorer, de s'améliorer, de se créer un mieux-être, tout ça, ben, quand on s'endort là-dessus, ben, on s'endort paisiblement avec quelque chose de positif. On sait qu'on va atteindre un but, on sait qu'il y a des choses qui se travaillent dans le subtil. On n'est pas obligé de tout savoir, tout ce qui se passe non plus, ou puis comprendre toute la démarche qui se passe au niveau du subconscient, du conscient, puis de l'inconscient. On laisse se faire les choses. Notre intention est de s'amener à un mieux-être. Donc, c'est une belle intention. Et on s'en va pour la plupart d'entre nous vers un 8 heures de sommeil dans lequel notre corps va se reposer, mais notre subconscient, si vous préférez euh, notre âme ou notre corps astral va travailler, lui. Il n'y a pas de limite, ce corps-là. Il n'y a pas de barrière. Il traverse les murs. Il se déplace à la vitesse de la pensée. Il va très vite. Et c'est surtout la nuit que le résultat de, comment je pourrais dire, donc, tu sais, le jour, il se passe plein d'affaires, plein d'expériences, conscientes, inconscientes, et c'est la nuit que tout ce travail. Dans le fond, c'est la nuit qu'il y a une mise à jour. La nuit, il y a une mise à jour. C'est drôle à dire, là, mais c'est là que. Hein, mon Dieu, j'ai perdu mon dossier. Ouais, tout ce qu'on a vécu durant la journée, ben, c'est la nuit que il y a une mise à jour qui se fait au niveau de nos énergies. Moi, la période la plus, ben, ma préférée, puis pour moi la plus efficace, c'est avant de me coucher. Et souvent, on est trop fatigué aussi pour faire quoi que ce soit, ça fait qu'on tombe endormi, là, mais c'est correct, on s'en reprend le lendemain. Avec le temps, je veux dire, le petit train va loin, là, le travail personnel, il se fait, bon, en tout cas, le mien se faisait comme ça, il se fait encore comme ça. Il y en a d'autres, le soir, ils vont lire, ils vont écouter quelque chose, de la musique, ou bien ils vont regarder une émission, ils vont tomber endormis, ça le prend, c'est leur routine. Et c'est plutôt le matin au lever qu'ils vont méditer, qu'ils vont travailler sur eux. Il y en a, c'est le soir après souper, ils vont aller méditer. C'est chacun pour soi finalement. C'est choisir son meilleur temps selon notre horaire pour pouvoir évoluer, faire un travail sur soi. Merci à vous tous. Je vous souhaite une bonne fin de journée, une bonne fin de soirée, une bonne nuit. Je vous embrasse et je vous dis à la prochaine. Je vais vous envoyer un message sur Facebook pour vous dire quand est-ce qu'on se revoit.
Puis d'ici là, portez-vous bien. Pratiquez l'amour de soi. C'est bien important. Puis ça va se répercuter tout autour de vous. Merci à vous. Bonne fin de soirée. Bonne nuit. Je vous dis à la prochaine. Bye bye.